Les chroniques des Sassanides, anciens rois de Perse, qui avaient étendu leur empire dans les Indes, dans les grandes et petites îles qui en dépendent, et bien loin au-delà du Gange, jusqu'à la Chine, rapportent qu'il y avait autrefois un roi de cette puissante maison qui était le plus excellent prince de son temps. Il se faisait autant aimer de ses sujets par sa sagesse et sa prudence qu'il s'était rendu redoutable à ses voisins par le bruit de sa valeur et par la réputation de ses troupes belliqueuses et bien disciplinées. Il avait 2 fils. L'aîné, appelé Shahryar, digne héritier de son père, en possédait toutes les vertus. Et le cadet, nommé Schahzenan, n'avait pas moins de mérite que son frère. Vous venez d'écouter les premières lignes des 1001 nuits, d'auteurs inconnus. Avec moi aujourd'hui, Scheherazade, Aladdin et Ali Baba. Bienvenue dans La Voix des Lettres, épisode 50. Parmi les livres cités dans À la recherche du temps perdu, le roman de Marcel Proust, je vous défie d'en trouver un plus mythique que les 1001 nuits. Ce récit venu d'Orient agrège des contes dont les auteurs sont inconnus. Parmi les histoires qui s'entremêlent, il y a celle qui ouvre le texte et qui justifie son titre, celle de la fameuse Scheherazade. Tout commence avec 2 frères dont vous avez entendu les noms au début de l'épisode. L'aîné, Shahryar, devenu à la mort de son père roi de Perse et sultan des Indes. Et son frère cadet, Schahzenan, nommé roi de la Grande Tartarie, qui n'est pas un fromage aux fines herbes, mais le nom donné à l'époque à l'Asie centrale. Après plus de 10 ans passés sans se voir, le sultan décide d'organiser une petite réunion de famille et envoie son grand vizir à Samarcande pour inviter son petit ref à venir lui faire la bise. Le grand vizir doit avoir un peu mal aux yeux à l'arrivée parce que de Persépolis, près de l'actuelle Chiraz en Iran, jusqu'à Samarcande, qui est toujours debout au fin fond de l'Ouzbékistan, il y a plus de 2000 bornes à se farcir. Schahzenan reçoit avec grand plaisir l'invitation de son frère, prépare ses valises et sa caravane, et va rejoindre le grand vizir sous des tentes installées à l'extérieur de la ville. Ils font la fête et vont se coucher, mais, voulant embrasser une dernière fois la reine avant le grand départ, Schahzenan retourne discrètement au palais au milieu de la nuit. Il surprend sa femme au lit avec un autre homme, a la harissa qui lui monte au nez, les tue tous les 2 avec son sabre, jette les corps par la fenêtre et retourne au campement pour commencer son périple. Son frère Shahryar, le sultan, le reçoit avec beaucoup de bonheur et d'amitié, mais Schahzenan a le bourdon. Shahryar tente de le divertir, mais rien n'y fait. Il organise alors une chasse de 2 jours, mais Schahzenan, encore préoccupé de l'adultère de Feu la reine, n'y participe pas. Il reste au palais de son frère et surprend, pendant que le sultan est à la chasse, la sultane et toute sa suite s'envoyer en l'air avec des esclaves. Schahzenan, comprenant qu'il n'est pas le seul à avoir été trompé, redevient joyeux, ce dont s'aperçoit le sultan à son retour et dont il lui demande l'explication. Le petit frère tergiverse, mais le sultan insiste. Il cède et raconte les tromperies de sa femme et de celle du sultan. Shahryar devient furieux et jure, puisqu'il n'a plus confiance en aucune femme, d'en épouser une chaque soir, de coucher avec elle et de la mettre à mort au petit matin. Schahzenan étant parti, Shahryar ne manqua pas d'ordonner à son grand vizir de lui amener la fille d'un de ses généraux d'armée. Le vizir obéit. Le sultan coucha avec elle, et le lendemain, en la lui remettant entre les mains pour la faire mourir, il lui commanda de lui en chercher une autre pour la nuit suivante. Quelque répugnance qu'eut le vizir à exécuter de semblables ordres, comme il devait au sultan son maître une obéissance aveugle, il était obligé de s'y soumettre. Il lui mena donc la fille d'un officier subalterne, qu'on fit aussi mourir le lendemain. Après celle-là, ce fut la fille d'un bourgeois de la capitale, et enfin, chaque jour, c'était une fille mariée et une femme morte.
Le bruit de cette inhumanité sans exemple causa une consternation générale dans la ville. On n'y entendait que des cris et des lamentations. Ici, c'était un père en pleurs qui se désespérait de la perte de sa fille. Et là, c'était de tendres mères qui, craignant pour les leurs la même destinée, faisaient par avance retentir l'air de leurs gémissements. Ainsi, au lieu des louanges et des bénédictions que le sultan s'était attirées jusqu'alors, tous ces sujets ne faisaient plus que des imprécations contre lui. Le grand vizir, qui, comme on l'a déjà dit, était malgré lui le ministre d'une si horrible injustice, avait 2 filles, dont l'aînée s'appelait Scheherazade et la cadette Dinarzade. Cette dernière ne manquait pas de mérite, mais l'autre avait un courage au-dessus de son sexe, de l'esprit infiniment, avec une pénétration admirable. Elle avait beaucoup de lecture et une mémoire si prodigieuse que rien ne lui avait échappé de tout ce qu'elle avait lu. Elle s'était heureusement appliquée à la philosophie, à la médecine, à l'histoire et aux arts, et elle faisait des vers mieux que les poètes les plus célèbres de son temps. Outre cela, elle était pourvue d'une beauté extraordinaire et une vertu très solide couronnait toutes ses belles qualités. Le vizir aimait passionnément une fille si digne de sa tendresse. Un jour qu'ils s'entretenaient tous deux ensemble, elle lui dit « Mon père, j'ai une grâce à vous demander. Je vous supplie très humblement de me l'accorder. » « Je ne vous la refuse pas, » répondit-il, « pourvu qu'elle soit juste et raisonnable. »« Pour juste, » répliqua Scheherazade, « elle ne peut l'être davantage, et vous en pouvez juger par le motif qui m'oblige à vous la demander. J'ai dessein d'arrêter le cours de cette barbarie que le sultan exerce sur les familles de cette ville. Je veux dissiper la juste crainte que tant de mères ont de perdre leurs filles d'une manière si funeste. « Votre intention est fort louable, ma fille, » dit le vizir, « mais le mal auquel vous voulez remédier me paraît sans remède. Comment prétendez-vous en venir à bout ?»« Mon père, » répartit Scheherazade, « puisque par votre entremise le sultan célèbre chaque jour un nouveau mariage, je vous conjure, par la tendre affection que vous avez pour moi, de me procurer l'honneur de sa couche. » D'abord épouvanté, le grand vizir finit par accepter, à contre-cœur, la requête de sa fille. Schahriar épouse donc Scheherazade, qui lui fait une demande un peu particulière, que sa sœur Dinarzade dorme dans la même pièce qu'eux. Le sultan accepte et, suivant un stratagème préétabli, Dinarzade réveille sa sœur 1 heure avant l'aube pour qu'elle lui raconte une histoire. Scheherazade récite alors un des fabuleux contes dont elle a le secret, plein de merveilles et de suspense. Le soleil finit par se lever, le sultan doit aller pointer au palais, et Scheherazade interrompt son récit. Il a juré de la mettre à mort, comme les précédentes, mais décide de l'épargner jusqu'au lendemain, afin de connaître la suite de l'histoire. Scheherazade vient de survivre à sa première nuit, qui n'est que le début d'une longue série. Comment les 1001 nuits est arrivé sur la table de chevet de Proust, voilà ce que nous allons éclaircir. Au départ, ce serait une adaptation en arabe d'un manuscrit persan intitulé 1000 contes, lui-même d'origine indienne, qui a aujourd'hui disparu. Les 1000 contes faisaient peut-être partie des Miroirs des princes, un genre littéraire d'ouvrages didactiques à destination des futurs dirigeants. Il s'agit de faire leur éducation politique et morale en utilisant des traités ou des contes, ce qui n'est pas sans rappeler les fables de La Fontaine, dédicacées au fils de Louis XIV. Mais seul le récit cadre, l'histoire de Scheherazade, semble avoir été conservé. Les Miroirs des princes ont été remplacés par des contes populaires. Le plus ancien manuscrit retrouvé date du XIVe siècle, mais c'est un ouvrage du XVe qu'Antoine Galland traduit en français. Le premier volume des 1001 nuits est publié en 1704. Le succès est immédiat et la suite des aventures de Scheherazade très attendue. Antoine Galland continue les traductions et c'est au total 12 volumes qui seront publiés. Tous les contes ne sont d'ailleurs pas issus du manuscrit original. Poussé par les éditeurs à produire de nouveaux contes, Antoine Galland confie à Anna Diab,
un Syrien en voyage à Paris, qu'il a besoin de nouvelles histoires. Anna Diab lui récite 16 contes, dont 12 seront adaptés par Antoine Galland dans Les Mille et Une Nuits. C'est parmi eux qu'on retrouve les contes les plus célèbres, ceux qui ont fait la renommée des Mille et Une Nuits alors qu'ils n'appartiennent pas au manuscrit original, Simbad le marin, Ali Baba et les 40 voleurs, et, bien sûr, Aladdin ou la lampe merveilleuse. Avec ses histoires enchâssées et les pauses journalières, pendant lesquelles le sultan vaque à ses devoirs, les Mille et Une Nuits amènent un nouveau genre en Europe, celui du suspense et du feuilleton. Les grands écrivains du XIXe sont tous fans, notamment Stendhal ou Balzac, qui définit son œuvre, la comédie humaine, comme les Mille et Une Nuits de l'Occident. Pas étonnant donc que Proust ait aimé les Mille et Une Nuits, qu'il a découvert enfant dans la traduction d'Antoine Galland, puis qu'il a relu à 30 ans passés dans la traduction de Joseph Charles Mardrus, publiée entre 1899 et 1904. Cette nouvelle édition se veut plus fidèle au texte original, avec une traduction plus littéraire et en incluant de nombreux intermèdes et poèmes absents de la traduction de Galland. Elle est en revanche controversée pour ses nombreux ajouts érotiques qui n'apparaissent pas dans le texte original. Proust discute d'ailleurs de ces deux versions dans Sodome et Gomorrhe, le 4e volume d'À la recherche du temps perdu. Nous reparlions de Combray. Ma mère me dit que là-bas, du moins, je lisais, et qu'à Balbec, je devrais bien faire de même si je ne travaillais pas. Je répondis que pour m'entourer justement des souvenirs de Combray et des jolies assiettes peintes, j'aimerais relire les Mille et Une Nuits. Comme jadis à Combray quand elle me donnait des livres pour ma fête, c'est en cachette, pour me faire une surprise, que ma mère me fit venir à la fois les Mille et Une Nuits de Galland et les 1000 nuits et une nuits de Mardrus. Mais après avoir jeté un coup d'œil sur les deux traductions, ma mère aurait bien voulu que je m'en tinsse à celle de Galland, tout en craignant de m'influencer à cause du respect qu'elle avait de la liberté intellectuelle, de la peur d'intervenir maladroitement dans la vie de ma pensée, et du sentiment qu'étant une femme, d'une part elle manquait, croyait-elle, de la compétence littéraire qu'il fallait, d'autre part elle ne devrait pas juger d'après ce qui la choquait les lectures d'un jeune homme. En tombant sur certains contes, elle avait été révoltée par l'immoralité du sujet et la crudité de l'expression. Voici 2 des 24 occurrences des Mille et Une Nuits dans l'œuvre de Proust. Pour lui, ce n'est pas seulement un recueil de contes divertissants, mais une métaphore du travail d'écrivain. Raconter des histoires qui paraissent futiles, c'est ce qui permet à Scheherazade de conserver sa vie, littéralement. Scheherazade distrait le sultan pour retarder sa mise à mort, comme l'écrivain meurt lorsque son œuvre cesse d'être lue. Cette course contre le temps et l'oubli est mise en scène par Théophile Gautier dans sa nouvelle La 1002e nuit, où Scheherazade et Dinarzade viennent frapper à sa porte à Paris et lui demandent un conte afin de survivre une nuit de plus. À force de compter, je suis arrivé au bout de mon rouleau. J'ai dit tout ce que je savais. J'ai épuisé le monde de la féerie. Les ghouls, les djinns, les magiciens et les magiciennes m'ont été d'un grand secours, mais tout s'use, même l'impossible. Le très glorieux sultan, ombre du Padishah, lumière des lumières, lune et soleil de l'empire du milieu, commence à bâiller terriblement et tourmente la poignée de son sabre. Ce matin, j'ai raconté ma dernière histoire, et mon sublime Seigneur a daigné ne pas me faire couper la tête encore. Au moyen du tapis magique des 4 facardins, je suis venu ici en toute hâte chercher un conte, une histoire, une nouvelle, car il faut que demain matin, à l'appel accoutumé de ma sœur Dinarzade, je dise quelque chose au grand Schahriar, l'arbitre de mes destinées. Cet imbécile de Galland a trompé l'univers en affirmant qu'après la 1001e nuit, le sultan, rassasié d'histoire, m'avait fait grâce. Cela n'est pas vrai. Il est plus affamé de contes que jamais, et sa curiosité seule peut faire contrepoids à sa cruauté. Votre sultan Schahriar, ma pauvre Scheherazade, ressemble terriblement à notre public.
Si nous cessons un jour de l'amuser, il ne nous coupe pas la tête, il nous oublie, ce qui n'est guère moins féroce. Pour tenir en haleine le sultan Schahriar et le lecteur français du XIXe siècle, les techniques sont les mêmes. Le plus souvent, il s'agit d'interrompre le récit au moment où un dénouement est attendu. On croit alors toucher à la fin de l'histoire, mais une fois la péripétie passée, le héros est engagé dans de nouvelles aventures et le cycle recommence. C'est ainsi que sont construits les 7 voyages de Simbad le marin, qui n'est d'ailleurs pas marin mais marchand, et qu'on devrait plutôt traduire par Simbad de la mer. Simbad part pour un premier voyage vers les Indes orientales, avec tout un lot de marchandises à échanger. Le bateau sur lequel il s'embarque fait de nombreuses escales et il s'enrichit avec les autres marchands à bord. Ils s'arrêtent un jour sur une petite île pour déjeuner, ils font du feu quand la terre se met à trembler. Tout le monde remonte sur le bateau, sauf Simbad qui ne s'est pas précipité à temps. L'île s'avère être une baleine qui emporte Simbad au fond de la mer. Le capitaine le croit mort et met les voiles, mais, vous vous en doutez, Simbad n'est pas en si mauvaise posture, puisqu'après celui-ci, il aura encore 6 voyages à raconter. Et ne comptez pas sur moi pour vous dire comment il s'en sort, d'ailleurs j'ai oublié si c'est à dos d'hippocampe, dans les serres d'un oiseau géant, ou ligoté à une entrecôte. Vous le voyez, le merveilleux est une autre caractéristique des 1001 nuits, en particulier avec les génies, ou djinns, ces esprits malfaisants qui popent dans presque tous les contes. Le plus célèbre est sans aucun doute le génie de la lampe dans le conte d'Aladin, conte adapté plus d'une 20aine de fois au cinéma, la première en 1906. La plupart des adaptations, dont celle de Disney, s'écartent d'ailleurs pas mal du conte original, que je vous invite à redécouvrir dans les 1001 nuits. Et même quand aucun génie n'apparaît, il reste une place pour la magie, par exemple quand une porte s'ouvre dans un rocher grâce à une formule secrète. C'est sur ce conte, aussi célèbre que les 2 autres, que je vous propose de conclure cet épisode. La sultane Scheherazade, éveillée par la vigilance de Dinarzade, sa sœur, raconta au sultan des Indes, son époux, l'histoire à laquelle il s'attendait. « Puissant sultan, dit-elle, dans une ville de Perse, aux confins des États de votre majesté, il y avait 2 frères, dont l'un se nommait Cassim et l'autre Ali Baba. Comme leur père ne leur avait laissé que peu de biens et qu'il les avait partagés également, il semble que leur fortune devait être égale. Le hasard néanmoins en disposa autrement. Cassim épousa une femme qui, peu de temps après leur mariage, devint héritière d'une boutique bien garnie, d'un magasin rempli de bonnes marchandises et de biens en fond de terre qui le mirent tout à coup à son aise et le rendirent un des marchands les plus riches de la ville. Ali Baba, au contraire, qui avait épousé une femme aussi pauvre que lui, était logé fort pauvrement, et il n'avait d'autre industrie pour gagner sa vie et de quoi s'entretenir, lui et ses enfants, que d'aller couper du bois dans une forêt voisine et de venir le vendre à la ville, chargé sur 3 ânes qui faisaient toute sa possession. Ali Baba était un jour dans la forêt, et il achevait d'avoir coupé à peu près assez de bois pour faire la charge de ses ânes, lorsqu'il aperçut une grosse poussière qui s'élevait en l'air et qui avançait droit du côté où il était. Il regarde attentivement, et il distingue une troupe nombreuse de gens à cheval qui venaient d'un bon train. Quoiqu'on ne parlât pas de voleurs dans le pays, Ali Baba néanmoins eut la pensée que ce pouvait en être, et sans considérer ce que deviendraient ses ânes, il songea à sauver sa personne. Il monta sur un gros arbre dont les branches, à peu de hauteur, se séparaient en rond si près les unes des autres qu'elles n'étaient séparées que par un très petit espace. Il se posta au milieu avec d'autant plus d'assurance qu'il pouvait voir sans être vu, et l'arbre s'élevait au pied d'un rocher isolé de tous côtés, beaucoup plus haut que l'arbre et escarpé de manière qu'on ne pouvait monter au haut par aucun endroit. Les cavaliers, grands, puissants, tous bien montés et bien armés, arrivèrent près du rocher où ils mirent pied à terre, et Ali Baba, qui en compta 40, à leur mine et à leur équipement,
ne douta pas qu'ils ne fussent des voleurs. Il ne se trompa pas. En effet, c'étaient des voleurs qui, sans faire aucun tort aux environs, allaient exercer leur brigandage bien loin et avaient là leur rendez-vous, et ce qu'il les vit faire le confirma dans cette opinion. Chaque cavalier débrida son cheval, l'attacha, lui passa au cou un sac plein d'orge qu'il avait apporté sur la croupe, et ils se chargèrent chacun de leurs valises. Et la plupart des valises parurent si pesantes à Ali Baba qu'il jugea qu'elles étaient pleines d'or et d'argent monnayé. Le plus apparent, chargé de sa valise comme les autres, qu'Ali Baba prit pour le capitaine des voleurs, s'approcha du rocher fort près du gros arbre où il s'était réfugié, et après qu'il se fut fait un chemin au travers de quelques arbrisseaux, il prononça ces paroles si distinctement, « Sésame, ouvre-toi », qu'Ali Baba les entendit. Dès que le capitaine des voleurs les eut prononcées, une porte s'ouvrit, et après qu'il eut fait passer tous ces gens devant lui et qu'ils furent tous entrés, il entra aussi, et la porte se ferma. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, je vous invite à partager autour de vous, à me suivre sur les internets, et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de La Voix des Lettres.